Donc, je vais vous parler de mon sujet de recherche actuel, et qui est en fait un sujet sur lequel je travaille depuis une trentaine d'années, qui est la recherche de nouveaux mondes. Et avant de vous parler, je vous parlerai spécifiquement de ce que je fais au fil de mon exposé. Je vais vous donner déjà quelques éléments de contexte et vous présenter un petit peu où on en est dans ce domaine qui est complètement nouveau, très riche. La question de l'existence d'autres mondes est une très ancienne question, puisque Épicure, par exemple, dans moins 300 avant Jésus-Christ, donc, disait « Les mondes, eux aussi, sont illimités en nombre, ceux qui sont semblables aux nôtres comme ceux qui sont dissemblables. » Donc ça, c'était déjà une façon de montrer qu'il pouvait exister d'autres mondes. La question, c'était un petit peu qu'est-ce que sont les mondes. Lucrèce, un peu plus tard, disait « Alors que l'espace infini est ouvert de tous les côtés, on ne peut en aucun cas penser que ce seul globe de la Terre et ce ciel ont été les seuls à se produire, surtout quand ce monde a été fait par des causes simplement naturelles et sans but. Pour cette raison, il vous incombe irrésistiblement d'admettre qu'il existe, comme dans le présent monde, d'autres combinaisons de la matière dans d'autres endroits que contient l'éther dans son immense étreinte. » Donc déjà, depuis très longtemps, l'idée que peut-être il existe d'autres mondes reste encore une fois à définir lesquels. Et en fait, cette question a été posée essentiellement par des philosophes pendant très longtemps. Et la description que faisaient les scientifiques du monde, en particulier celle de Ptolémée, qui a été la description de référence pendant plus de 10 siècles, mettait la Terre au centre de l'univers et le Soleil et les autres planètes tournaient autour de la Terre. Alors avec une telle configuration, c'était un petit peu difficile de se dire qu'effectivement il y avait d'autres terres et d'autres soleils, etc. Et l'intuition des Grecs, des philosophes grecs était un peu s'arrêtait là en fait parce que la science finalement proposait un autre modèle. Et il a fallu en fait attendre Copernic au XVe siècle, début du XVIe, pour que celui-ci propose qu'au centre que la Terre tourne autour du Soleil, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Avec une configuration comme celle-là, c'est évidemment beaucoup plus facile d'imaginer qu'il existe d'autres mondes. Alors évidemment, après Copernic, il y a eu les travaux de Galilée, de Kepler, de Newton, qui ont complètement conforté cette idée de la Terre et des planètes du système solaire en orbite autour du Soleil, grâce aux lois de la gravitation qui sont des lois universelles. À partir de là, la question sur la pluralité des mondes est revenue. Et j'aime bien citer Fontenelle qui faisait parler, vous savez, une marquise dans les entretiens sur la pluralité des mondes. « Ne me trompais-je point » s'écriait la marquise. « M'allez-vous dire, les étoiles fixes sont autant de soleils. Notre soleil est le centre d'un tourbillon qui tourne autour de lui. Pourquoi chaque étoile fixe ne sera-t-elle pas le centre d'un tourbillon qui aura un mouvement autour d'elle? Notre soleil a des planètes qui l'éclairent. Pourquoi chaque étoile fixe n'en aurait-elle pas qu'elle éclairera? » Là, on se base quand même sur le fait que le soleil est au centre, les planètes sont autour, il y a d'autres soleils, donc pourquoi n'y aurait-il pas d'autres planètes? Et c'est le début un petit peu de la modernité en ce qui concerne la description du système solaire et c'est là aussi que viennent les premières théories de formation du système solaire, avec notamment en France Buffon et Laplace. Alors Buffon, lui, il avait proposé que les planètes venaient d'une formidable collision entre une grosse comète et le Soleil, ce qui aurait arraché de la matière au Soleil, qui se serait dispersée autour du Soleil et aurait formé les planètes. On sait maintenant que ce n'est pas le cas, et c'est la théorie de Laplace qui est restée. Ce qui est quand même intéressant, c'est que Buffon, lui, a daté, en faisant des expériences de physique très, 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 très intéressantes, très amusantes sur le refroidissement de sphères,
donc initialement chaude, il a daté la Terre à une dizaine de millions d'années. Et donc, en fait, ça voulait dire qu'effectivement, la Terre ne s'était pas formée en quelques jours, mais en une dizaine de millions d'années. Et ça, c'était déjà une formidable avancée dans la compréhension de la formation de la Terre et des planètes du système solaire. Laplace, lui, a eu une vision plus intégrée, plus globale, dans laquelle le Soleil et les planètes se forment de l'effondrement d'une boule, d'un nuage de gaz, de l'effondrement et l'aplatissement d'un nuage de gaz, avec l'étoile qui va se former au centre et les planètes en périphérie. Et ça, c'était au XVIIIe siècle. Alors, à cette époque-là, on ne connaissait évidemment pas si bien que ça le système solaire, hein, si bien que ce que je vous montre là, juste pour vous donner quelques idées. Donc, le Soleil ici, hein, une sphère de gaz à très haute température, au centre, plusieurs millions de degrés, et en périphérie, autour de 6000 degrés. Vous voyez là les très belles taches solaires à la surface du Soleil, donc, et puis des protubérances, etc. Donc le Soleil, il faut le voir comme quelque chose une étoile active. Ensuite, vous voyez les planètes, les petites planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Donc là, on s'éloigne du Soleil. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Plus loin, on trouve à 5 unités astronomiques, donc 5 fois la distance de la Terre au Soleil, la plus grosse planète du système solaire, Jupiter, hein, qui fait 300 fois la masse de la Terre, Saturne avec ses anneaux magnifiques, hein, très fins, Uranus, Neptune. Ces 4 dernières planètes sont ce qu'on appelle des géantes de gaz. Elles ont probablement un noyau solide, mais elles sont essentiellement constituées de gaz, alors que les 4 planètes internes sont constituées essentiellement de matière solide. Alors, grâce à l'exploration, en particulier à l'exploration spatiale, dont vous avez ici quelques images, exploration à la fois des planètes du système solaire, des comètes, comme vous voyez ici, des astéroïdes. On a pu apprendre énormément de choses sur la formation du système solaire, et on sait maintenant à peu près, on connaît les grandes lignes de la formation qui ne démentent pas vraiment ce que la théorie de Laplace. Les étoiles et les planètes, pense-t-on, sont nées, le système solaire en tout cas, est né dans une région probablement de formation d'étoiles, donc dans des régions denses de gaz et de poussière. Alors les poussières sont très petites, hein, c'est un millionième de mètre. Et c'est à partir de ces poussières toutes petites et ce gaz que l'on arrive à former le Soleil, la Terre et les planètes telluriques et les planètes géantes. Alors, il faut voir ces nuages de gaz comme complètement inhomogènes, et certains sont extrêmement denses et peuvent être même heurtés par des ondes de choc qui vont encore condenser la matière, et on va assister à l'effondrement de la matière à certains endroits sur elle-même, un effondrement très rapide, hein, en une dizaine de milliers d'années. La matière va s'effondrer sur elle-même. Comme elle est en rotation, on va avoir 2 effets en fait. Un effet de rassemblement de la matière au centre pour former la future étoile, qu'on appelle la proto-étoile, avec des éjections de matière par les pôles, et sous l'effet de la rotation, la formation d'un disque, et c'est dans ce disque que vont se former les planètes en quelques millions d'années, pense-t-on, ou quelques dizaines de millions d'années. Alors comment ça va se faire? On est parti de tout petits grains, comme je vous ai dit, et ces petits grains vont s'agglomérer d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs processus qui vont intervenir pour former des cailloux, puis des planétésimaux qui sont des corps d'une dizaine de kilomètres de diamètre, qui sont ce qu'on appelle les briques de base de la formation planétaire. Près du Soleil, ces planétésimaux vont se rencontrer et former des lunes, et ensuite des planètes comme la Terre. Plus loin du Soleil, au-delà de ce qu'on appelle la ligne de glace, c'est-à-dire la ligne de démarcation en gros, où l'eau est sous forme de glace plutôt que sous forme liquide ou sous forme vapeur,
on a beaucoup plus de matière solide, on va pouvoir former des noyaux de planètes géantes, donc cette fois-ci de taille beaucoup plus grande, de l'ordre de 1000 km, éventuellement plus. Et ces noyaux vont être suffisamment massifs pour attirer le gaz qui est autour d'elle. Le gaz, c'est ce qu'il y a de plus abondant dans la nébuleuse primitive, vont attirer ce gaz et pour former en 1 million ou quelques millions d'années les planètes géantes. Les planètes du type de la Terre vont se former, elles, probablement en un peu plus longtemps, probablement quelques dizaines de millions d'années. Alors évidemment, les progrès de l'astronomie aidant, au début du XXe siècle, on s'est aperçu que le système solaire n'était qu'une étoile dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui elle-même contient des centaines de milliards d'étoiles, et que notre galaxie est une galaxie parmi tant d'autres. Là, vous voyez toute cette image contient des milliers de galaxies plus ou moins semblables à notre galaxie, donc des milliers de centaines de milliards d'étoiles. Et donc la question, c'est de se dire combien est-ce qu'il y a des planètes autour de chaque étoile, quelle est la fréquence des planètes. Et c'est ça ce qui nous intéresse, nous, quand on travaille sur ce qu'on appelle les planètes extrasolaires ou les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes ou les systèmes planétaires autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc on se pose plein de questions, évidemment. On veut savoir si ces systèmes planétaires sont fréquents. On veut connaître leurs propriétés, savoir s'ils ressemblent au système solaire ou pas. Comment est-ce qu'ils se sont formés? Est-ce qu'ils se sont formés pareil que le système solaire? Quelles sont les propriétés des planètes et est-ce qu'on pourrait y trouver des signes de vie? Alors, l'astronomie est une science très observationnelle. On est très basé sur les observations et on construit souvent des théories à partir des observations. Et donc le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire on va aller voir s'il y a des planètes autour des étoiles. Voir des planètes autour des étoiles, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que les planètes sont des corps qui sont très très peu lumineux et ils sont vus de loin, ils sont très très près de leurs étoiles, de l'étoile mère. Là, j'ai pris par exemple l'exemple en imaginant qu'on regarde le système solaire, et plus précisément la Terre, Jupiter et le Soleil, qu'on voit ici, dans ce qu'on appelle la banlieue proche du Soleil, une trentaine ou 40 années-lumière, c'est très très proche de nous. Donc on est là dans les étoiles les plus proches. La séparation entre la Terre et le Soleil, ce serait dans notre jargon de 0,1 seconde d'angle. Juste pour vous donner une idée d'une taille, c'est la taille d'un ballon de basket qu'on verrait à 500 km. Donc c'est très très difficile à voir. Le Jupiter est à une distance qui correspondrait, toujours dans notre schéma, à un ballon de basket que l'on verrait à 100 km. Donc c'est très très près angulairement. Et en plus, les planètes et les étoiles, et les planètes sont très peu brillantes par rapport au Soleil. Jupiter est 100 millions de fois moins brillant que le Soleil, et la Terre est plusieurs milliards de fois moins brillante que le Soleil. Donc en fait, si on regarde une étoile, on ne va pas voir l'étoile, on ne va pas voir les planètes, on va voir l'étoile. Et tout ça, c'est encore compliqué par quelque chose qui pour nous est très compliqué, c'est l'atmosphère de la Terre. Les rayons lumineux qui viennent des étoiles, en traversant l'atmosphère, qui a plein d'effets très positifs pour l'homme, mais pour l'astronomie, c'est une catastrophe parce que les rayons vont être déviés à la traversée des couches atmosphériques. Il faut voir, l'atmosphère, c'est quelque chose de turbulent. Il y a des cellules qui se baladent un peu partout et qui évoluent très très vite, en quelques millisecondes. Donc les rayons, en quelques millisecondes venant des étoiles, vont être déplacés dans tous les sens, si vous voulez. Et quand on va observer, et là c'est une image réelle à la même échelle, une étoile avec ici un télescope de 8 mètres au Chili, le Very Large Telescope, vous voyez l'image d'une étoile, c'est une espèce de tache floue. C'est le floutage des images par l'atmosphère terrestre. Et évidemment, toute la lumière là, de l'étoile est dispersée un peu partout. Alors c'est évident qu'on a encore moins de chances de voir directement les planètes. Donc c'est très difficile, on y arrive, on reviendra dessus un petit peu. Mais en tout cas, ce ne sont pas les premières méthodes que les astronomes ont utilisées pour détecter des planètes, parce qu'ils ont très vite compris qu'on n'y arriverait pas. Du moins dans les années, il y a une vingtaine d'années.
Alors, la première idée qu'on peut avoir pour chercher des planètes, on va les chercher de manière indirecte, c'est-à-dire au lieu de chercher à voir les planètes elles-mêmes, on va essayer de voir les effets qu'elles produisent sur l'étoile autour desquelles elles tournent. Là, j'ai par exemple schématisé un système avec l'étoile en gros au centre et une planète qui tourne, là l'étoile, une planète qui tourne autour. Les lois de Kepler nous disent que la planète tourne autour de l'étoile, en fait plus exactement autour du centre de gravité entre l'étoile et la planète. Et de la même façon, donc elle tourne mais avec un grand rayon, de la même façon, l'étoile elle-même va tourner mais très très petit, va faire un tout petit mouvement dans le plan du ciel. Si on arrive à détecter ce mouvement, on pourra trouver la période de la planète et on pourra remonter à la masse, aux paramètres de la planète. Donc c'est ce qu'on appelle une détection indirecte. Alors pour l'instant, on n'a pas découvert de planète par cette méthode parce que le petit bouger de l'étoile est extrêmement petit, enfin le bouger de l'étoile est extrêmement petit et c'est trop difficile pour l'instant de les voir. Mais le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé en 2013 et qui est encore en train de recueillir des données va nous permettre dans quelques années, dans 4-5 ans, de détecter des milliers de planètes géantes par cette méthode. Alors, une autre méthode qui a été utilisée, qui a été en fait la méthode qui a permis de détecter les premières planètes extrasolaires autour d'une étoile comme le Soleil, c'est d'utiliser toujours les lois de Kepler, le petit bouger, le petit déplacement de l'étoile autour du centre de gravité. Au fur et à mesure qu'elle se déplace, la vitesse de l'étoile par rapport à nous va varier selon une courbe qui va être très régulière. Et la périodicité de cette courbe va nous donner la distance de la planète à l'étoile et l'amplitude, l'importance des variations va nous donner une information sur la masse de la planète. Alors évidemment, c'est tout petit. Jupiter va faire un décalage de vitesse de l'étoile par rapport à nous de 13 mètres par seconde. 13 mètres par seconde, c'est pas beaucoup et ça va se faire sur 12 ans. La Terre, c'est à peu près 8 cm par seconde en un an. Donc c'est à peu près le pas qu'on fait ou quelque chose comme ça quand on marche. Alors c'est ainsi que la première planète a été découverte autour d'une étoile semblable au Soleil à l'Observatoire de Haute-Provence que vous voyez ici dans le sud-est de la France avec un vieux télescope en fait de 1,90 m qui a une quarantaine d'années ou plus même. Et les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz ont détecté cette jolie courbe de variation qui indiquait la présence d'une planète autour de l'étoile 51 Pégase. Mais ce qui était très intéressant, donc c'était la première fois la première planète autour d'une étoile semblable au Soleil, et ça a été perçu, c'était en 95, ça a été une bouffée vraiment de bonheur pour les astronomes, parce que les astronomes jusqu'à présent cherchaient des planètes comme Jupiter autour du Soleil, donc qui tournent autour de leur étoile en 12 ans, et ils n'y arrivaient pas, parce que les moyens techniques n'étaient pas assez bons pour garder une stabilité pendant 12 ans. Là, la planète qui a été trouvée, elle fait une demi-fois la masse de Jupiter, mais elle tourne en 4 jours autour du Soleil, autour de 12 ans. Et ça fait toute la différence. Parce que suivre une étoile pendant 4 jours, c'est à notre portée, c'est pas très compliqué. Mais suivre une étoile pendant 12 ans, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, cette planète-là tourne en 4 jours autour de son étoile, ce qui veut dire en gros qu'elle est 100 fois plus proche de son étoile que Jupiter. Alors ça, c'était un type de planète qu'on n'attendait absolument pas par analogie avec le système solaire. Et toute la science que l'on fait depuis 20 ans là-dessus nous montre que jusqu'à présent, tout ce qu'on a trouvé, c'est très différent de ce qu'on attend, et c'est en particulier très différent du système solaire. Ça nous montre que la nature est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche que ce que l'on pensait, nous les astronomes, jusqu'à maintenant. Alors, cette méthode que l'on appelle la méthode des vitesses radiales, depuis 1995, on l'a améliorée avec de nouveaux instruments. Et là, vous voyez la détection, la première détection de 51 Pégase B.
on avait une amplitude, l'étoile variait de 100 mètres par seconde sur 4 jours. Et en 2016, une planète d'à peu près à peu près à la même distance que 51 Pb de son étoile a été trouvée, mais avec une variation, elle imprime une variation d'amplitude qui est 100 fois plus faible que celle de 51 Pégase-B. Ce qui veut dire là, c'est que cette courbe-là, elle est due non pas à une planète géante comme dans le cas de gauche, mais à une planète qui fait à peu près un peu plus de 1,3 fois la masse de la Terre. Donc là, maintenant, on est capable de détecter des planètes de très petite masse par cette méthode-là autour des étoiles très froides. On n'est pas encore capable de trouver des planètes semblables à celle-ci autour des étoiles semblables vraiment au Soleil, à la même température que le Soleil. Ça, c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, à cause de l'activité des étoiles qui ont des tâches et qui compliquent ces analyses. Alors, cette détection d'une planète d'à peu près une masse terrestre autour de l'étoile Proxima du Centaure a eu beaucoup d'écho dans la presse parce que Proxima du Centaure est une étoile très très proche de nous, hein, c'est une des plus proches et elle a toujours fait beaucoup rêver. Et là, vous voyez, j'ai fait une petite compilation des images qui ont illustré la détection de Proxima du Centaure B. Le petit B, ça veut dire que c'est une planète autour de l'étoile Proxima du Centaure. C'est la première qui a été découverte autour de cette étoile. Donc les gens, ils sont allés avec beaucoup d'imagination, et la presse a évidemment relayé toutes ces belles images. Je tiens quand même à préciser que la réalité de ce qu'on sait sur Proxima du Centaure B, c'est ça. Et on n'a rien d'autre pour l'instant. Donc il faut toujours quand même, dès qu'on veut faire un petit peu attention quand on lit les articles dans la presse, mais c'est passionnant, les données sont là, l'information est riche, mais il ne faut pas croire qu'on a vu des images de planètes comme celle-ci autour de Proxima du Centaure. Un autre exemple de planète qui a été trouvé peut-être, une candidate il y a un an ou deux, c'est une planète autour de l'étoile de Barnard, qui est aussi une étoile très très proche de nous, très peu massive. Et en fait, je la montre parce que c'est pour vous montrer un peu comment va la recherche. En 1963, un astronome hollandais, Van der Kamp, avait cru trouver 2 planètes autour de cette étoile, et en astrométrie, je crois, et 2 planètes géantes. Et d'autres observations par d'autres astronomes ont montré que non, ça ne marchait pas, c'était du bruit, ce qu'on appelle du bruit, ce n'était pas une vraie détection. Alors lui est resté cru jusqu'au bout que ces planètes-là existaient. En fait, maintenant, on sait que ces planètes n'existent vraiment pas, c'est pas possible, on les aurait vues par cette méthode. Mais en revanche, il y a des beaucoup plus petites planètes. Celle-ci ferait 3 fois la masse de la Terre. Une autre méthode qui est très intéressante et très, très intuitive pour détecter les planètes, c'est d'être un peu paresseux, en fait. C'est de regarder les étoiles. Vous regardez votre étoile tranquillement, et vous attendez que la planète passe devant, si elle est bien orientée. Hop, si elle est bien orientée, la planète, en passant entre vous et l'étoile, va faire baisser la lumière de l'étoile, va faire en fait une petite éclipse, on appelle ça un transit, et que l'on va voir ici, qui va se traduire donc par une chute de la luminosité de la planète pendant un certain temps. Alors, pendant un certain temps, ça veut dire quelques heures quand il s'agit d'un analogue à Jupiter autour du Soleil, mais c'est une chute, et c'est une chute de lumière de 1% de la lumière de l'étoile, donc c'est pas beaucoup, et elle se produit tous les 12 ans. Donc il faut être patient, il faut être très paresseux et très patient pour arriver à les détecter. Pour ce qui concerne la Terre, c'est encore 100 fois plus faible que Jupiter, donc 1 pour 10 000, et ça se produit tous les ans, mais ça va durer quelques minutes seulement. Donc il faut avoir de la chance.
Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est et voilà le premier exemple de planète qui a été trouvé par cette méthode. Alors, en fait, elle avait déjà été détectée par la méthode des vitesses radiales, et là, elle a été détectée aussi en transit, donc on sait qu'elle passe devant l'étoile. Mais pour être très efficace, pour chercher des planètes, des nouvelles planètes autour de ces étoiles, il vaut mieux en fait regarder des grandes parties du ciel hors atmosphère. Donc le premier à avoir lancé un satellite là-dessus, c'est le CNES, qui a lancé un tout petit satellite COROT en 2006 pour essayer de détecter des planètes par transit, et elle en avait détecté. Et 3 ans plus tard, la NASA a lancé un satellite beaucoup plus gros qui a vraiment révolutionné la science, l'exoplanétologie, parce qu'il a découvert plusieurs milliers de planètes comme ça. Et vous voyez, entre la première observation de transit autour d'une étoile en 2000 et 2012 avec Kepler, de nouveau, on a amélioré d'un facteur 100 la précision des mesures, et maintenant, on est capable de détecter des planètes qui ont le rayon de la Terre, donc des planètes sans doute telluriques. Donc ça, c'est un progrès énorme. Une des détections dont vous avez peut-être aussi entendu parler dans la presse, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, c'est la détection d'un système de 7 planètes. Alors on va les appeler autour d'une étoile qui s'appelle TRAPPIST 1. Donc on va l'appeler, la première, on va l'appeler 1b, la deuxième planète, on va l'appeler C, D, E, F, G, H. C'est pas poétique du tout, mais c'est comme ça. Et donc ça, c'est un système de 7 planètes qui se trouve autour de ce qu'on appelle une naine rouge, hein, une étoile très peu massive. Et là, si on compare au système solaire, là, vous avez Mercure qui est très proche du Soleil, hein, il tourne en une centaine de jours. Là, toutes les planètes autour de TRAPPIST 1 sont condensées dans le petit trou, dans le petit signal qu'on voit là. Elles sont vraiment très, très près de leur étoile. Donc, encore une fois, vous avez là des systèmes planétaires qui n'ont rien à voir avec le système solaire. Alors là, de nouveau, encore beaucoup d'imagination. C'est comme ça que les dessinateurs ont imaginé la planète TRAPPIST, enfin une des planètes TRAPPIST, vous voyez les autres un peu dans le ciel. Et de nouveau, la réalité, ce sont ces magnifiques courbes que vous avez là. Alors Kepler a permis de détecter des milliers de planètes, et ça c'est vraiment extraordinaire, et de montrer, des milliers de planètes. J'aimerais bien vous montrer. Voilà. Et là, vous avez un exemple, un extrait de toutes les planètes détectées par Kepler, de tous les systèmes planétaires. Chaque cas est une étoile au centre et des planètes qui tournent autour. Et vous voyez, vous avez parfois des très grosses planètes, des petites planètes proches de l'étoile, alors que les géantes sont loin, ou le contraire, etc. Une diversité absolument inouïe que l'on a pu avoir grâce à Kepler. Et là, je vais revenir à Fontenelle qui disait, donc lui, il parlait de ce tourbillon dans lequel naissaient les planètes. Un tourbillon a plus de planètes qui tournent autour de son Soleil, un autre en aura moins. Dans l'un, il y a des planètes subalternes qui tournent autour de planètes plus grandes. Là, il avait intuité l'idée des lunes. Dans l'autre, il n'y en a point. Ici, elles sont toutes ramassées autour de le Soleil. Alors, ailleurs, elles prennent leur cours aux extrémités du tourbillon. Je ne doute même pas qu'il puisse y avoir des tourbillons déserts et sans planète. Et ça, c'est quand même une intuition étonnante. De nouveau, on était en 1686. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de comprendre comment les planètes se forment et quelle est leur diversité, quelles sont leurs propriétés. Quand on couple la méthode des vitesses radiales dont j'ai parlé tout à l'heure et les transits, on peut arriver, je ne vais pas venir m'attarder trop dessus, mais on peut arriver, puisqu'on connaît la masse et le rayon, on va arriver à avoir une idée de la densité de la planète. Et ces planètes qu'on ne visitera jamais parce qu'elles sont vraiment trop loin, on est capable, en comparant à des modèles, on est capable d'avoir une idée de leur intérieur, de savoir de quoi elles sont faites. Est-ce qu'elles sont faites plutôt d'eau, de glace, ou est-ce qu'elles sont faites de matériaux plutôt métalliques, etc. Est-ce qu'elles ont des manteaux, etc., des glaces.
on est capable, rien qu'avec ces données-là, en étant très très à distance, d'avoir des informations comme celle-ci. Alors maintenant, je passe à l'imagerie directe des planètes. Je vous ai dit que c'était très très dur, mais c'est faisable quand même. Et mon équipe à Grenoble, on a été les premiers effectivement à faire des images de planètes autour d'étoiles autres que le Soleil. Les 2 premières images qu'on a obtenues, c'était donc avec Gaël Chauvin. Une planète ici, ce petit point rouge là que vous voyez, autour d'une étoile, à 250 unités astronomiques de son étoile, donc très très loin, 250 fois la distance de la Terre au Soleil, et ici, 50 fois la distance de la Terre au Soleil. Mais là, on a une étoile qu'on a cachée avec un masque pour cacher la lumière de l'étoile. Et là, on a ce qu'on appelle une naine brune, qui est une étoile avortée, c'est-à-dire un objet moins massif qu'une étoile. Et ça, c'était les premières images que l'on pouvait faire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les super images avec plein de couleurs et plein de détails des photos d'artistes. Mais quand même, c'est important. Alors, je vais vous montrer quand même comment ça marche, parce que c'est ce qu'on fait, nous, au quotidien. Voilà une image telle qu'on a après la traversée de l'atmosphère sur les meilleurs télescopes au Chili, les télescopes de l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui possède 4 télescopes de 8 mètres de diamètre. Donc ça, c'est l'image d'une étoile. Maintenant, on va corriger des perturbations de l'atmosphère par des systèmes qu'on appelle des systèmes d'optique adaptative, qui ont été introduits, je dirais, par Pierre Léna, donc astronome français, confrère de l'Académie dans les années 80, utilisés donc, pour l'astronomie. Donc, si on met en marche ces systèmes d'optique adaptative qui vont corriger en temps réel des perturbations de l'atmosphère, voilà l'image qu'on va avoir. Vous voyez que l'essentiel de l'image de l'étoile, on est toujours à la même échelle et concentré dans un petit endroit. Donc, s'il y a une planète autour, on a plus de chances de le voir. Et là, on a augmenté, nous on dit, le contraste d'un facteur 1000, mais ce n'est pas encore assez pour voir des planètes. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va cacher la lumière de l'étoile au centre. On va éteindre l'étoile ici. Alors, une fois j'ai dit on éteint l'étoile, et je me suis fait un peu agresser à la fin de ma conférence. On m'a demandé ce qu'on faisait sur les étoiles. On ne les éteint pas évidemment physiquement. On met une petite pastille au foyer du télescope pour cacher la lumière de l'étoile. Donc avec ça, on arrive encore à augmenter le contraste. Et ensuite, on développe beaucoup d'algorithmes de traitement de données pour augmenter encore le contraste et avoir un contraste qui soit suffisant pour pouvoir détecter des planètes autour des étoiles, au moins les étoiles jeunes. Et on a un contraste d'à peu près 1 million. Donc voilà ce qu'on a fait depuis le début. Donc ça, c'était notre première découverte d'une planète à 250 unités astronomiques de son étoile. Des collègues américains ont trouvé un très très beau système de 4 planètes. Là, ils ont enlevé l'étoile de manière un peu forte, là. 4 planètes autour de leur étoile, dont une est à 14 unités astronomiques de son étoile, donc très très près. Ça, c'est une image qu'on a faite à l'Observatoire de Grenoble autour de Beta Pictoris, qui est une étoile sur laquelle je travaille depuis ma thèse, en fait, donc depuis une trentaine d'années. Et on a pu détecter une planète à 9 unités astronomiques. C'est le petit point que vous voyez là, l'étoile est au centre. On a pu détecter une planète à la même distance. Cette planète tourne autour de son étoile à la même distance que Jupiter autour du Soleil. C'est la planète la plus proche de son étoile qu'on ait jamais imagée. Et elle est tellement proche qu'on peut la suivre, parce que comme elle est proche, à peu près à la distance de Jupiter, elle tourne assez vite autour de son étoile. Il lui faut une vingtaine d'années, en gros, pour faire le tour de l'étoile. Donc, depuis qu'on l'a détectée sur les premières données en 2003, que vous voyez ici. Alors, pour l'anecdote, les données, on les a réduites. En 2003, on n'a pas trouvé la planète quand on a analysé les données à cette époque-là. J'ai recommencé à travailler sur les mêmes données en 2008. On avait, à cette époque-là, on avait installé donc, un instrument au début des années 2000. C'était le premier instrument équipé d'optique adaptative sur un des grands télescopes du Chili. Mais on n'a pas trouvé la planète. On n'avait pas encore assez de connaissances, de compréhension sur la façon dont marchaient les systèmes de correction.
Je suis revenue sur les données, j'ai retravaillé sur les données en 2008 et on a trouvé la planète. Alors à ce moment-là, on s'est dit, on a tout de suite essayé de retrouver cette planète, de la réobserver fin 2008 et on ne l'a pas trouvée. Et en fait, on a continué à la chercher et en 2009, on l'a trouvée ici, en bas à droite. Là, elle était là en haut à gauche, au nord-est. Là, elle était passée au sud-ouest en 2009. Et en fait, quand on avait essayé de la réobserver en 2008, elle était juste cachée derrière l'étoile. Et en fait, elle avait fait un quart de tour par rapport à l'étoile. Et maintenant, on la voit tellement bien, vous allez voir toutes les données qu'on a obtenues autour de cette étoile, là on plonge dans le disque, ça c'était la découverte, et là vous la voyez telle qu'on l'a observée depuis toutes ces années. Là, elle revient maintenant vers son étoile. En 2016, là, on l'a perdue, elle était passée devant l'étoile, elle était trop près, et là on l'a retrouvée juste en 2018, l'année dernière, à l'automne dernier. Et tout ça, c'est la seule planète que l'on peut voir et dont on pourra qu'on pourra voir faire un tour de son étoile en très peu de temps, finalement, en une vingtaine d'années. Alors, on a construit un instrument spécial qu'on a installé au Chili. Donc, quand je dis on, c'est des astronomes français, allemands, italiens, un grand consortium suisse, hollandais. On a construit un instrument qu'on a installé au télescope, un autre des télescopes du Chili de 8 mètres, entièrement dédié à la détection, à l'imagerie des exoplanètes. On en a trouvé très peu, on en a trouvé 2 nouvelles, dont celle-ci qui est extraordinaire. C'est une planète, vous voyez la planète ici, et vous voyez ici une espèce d'anneau qui est en fait l'anneau de matière dans laquelle la planète vient tout juste de se former vraisemblablement. Ce système a quelques millions d'années et il est probable que là, la planète s'est formée et a creusé un sillon, a fait un grand trou autour de l'étoile. Donc ça, c'est la première planète aussi jeune dont on fait une image. Et avec notre instrument, on voulait détecter des planètes. On a détecté énormément de ces disques-là, qu'on appelle des disques protoplanétaires, qui sont les disques, les résidus de la... Enfin, c'est finalement l'étape 3 de la nébuleuse de Laplace, dans laquelle les planètes géantes se sont formées et les planètes de type terrestre sont en train de se former là sous nos yeux. Le seul truc, c'est qu'on ne les voit pas parce qu'on n'est pas encore capable de faire des images des planètes terrestres. On ne peut faire que des images de planètes géantes. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On a détecté à peu près 4000 exoplanètes et on a l'habitude, c'est pas très important, de montrer ici dans un graphe ici qui représente la distance de la planète à l'étoile et là sa masse, et ça nous permet comme ça de faire des classifications sur les planètes qui ont été trouvées. Et on s'aperçoit qu'on a trouvé des tas de planètes. Toutes ces planètes-là sont celles qui ont été trouvées par les différentes méthodes. Et si vous regardez les ronds noirs, c'est les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous voyez que par là, il n'y a rien. C'est parce qu'en fait, on n'est pas encore capable de détecter des planètes semblables aux planètes du système solaire. Et tout ce qu'on a détecté là, c'est une faune de planètes dont on ne supposait même pas l'existence, on ne soupçonnait pas l'existence avant les observations. On a détecté ces fameux Jupiter chauds qui se trouvent tout près, quasiment à la surface, à une vingtaine de rayons stellaires de l'étoile. On a détecté des planètes qu'on appelle des super-terres, qui sont des planètes de quelques masses terrestres, 2, 3, 5 fois la masse de la Terre. Dans le système solaire, il n'y en a pas. Pourquoi ? On ne sait pas. On a détecté des planètes océans, c'est-à-dire des planètes qui ont vraisemblablement de l'eau à leur surface ou juste en dessous de leur surface. On a détecté des planètes géantes, celles qu'on image, très massives, qui font de 10 fois la masse de Jupiter, très éventuellement loin de leur étoile. Là aussi, personne ne pensait trouver des planètes de ce type-là. Alors, ce qui est très intéressant, à mon sens, moi, ce que je trouve le plus passionnant dans toute cette histoire, c'est la diversité des systèmes que l'on a détectés jusqu'à maintenant et le fait qu'on ait des planètes sur des orbites qu'on n'attendait pas du tout.
les Jupiters chauds dont j'ai parlé, des planètes très lointaines, des planètes sur des orbites inclinées, alors que dans le système solaire, toutes les planètes du système solaire se baladent gentiment dans le plan de l'écliptique, dans le plan de rotation du Soleil, des orbites très très excentriques, sur des ellipses, alors que les planètes du système solaire sont toutes en gros sur des orbites circulaires. Et pour expliquer ça, il faut admettre qu'il n'y a probablement pas un seul mécanisme de formation des systèmes planétaires, mais plusieurs. Et en particulier, la formation du système solaire, le mécanisme qui a formé les planètes du système solaire, et les géantes en particulier, ce qu'on appelle l'accrétion sur un cœur rocheux, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ce mécanisme ne peut pas expliquer l'ensemble des planètes qu'on a, et il faut imaginer d'autres scénarios comme des instabilités gravitationnelles dans des disques qui vont produire très très vite des géantes gazeuses sans passer par l'étape du cœur rocheux. Une autre chose très intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que pour expliquer ces planètes, en particulier les planètes qui sont très très près de leur étoile ou les planètes qui sont sur des orbites très inclinées, il faut qu'il y ait eu des interactions fortes entre que les planètes se soient formées loin, les planètes géantes, et interagissent avec le disque dans lequel elles se sont formées pour se rapprocher de leur étoile. Ou bien il faut qu'il y ait que des planètes entre elles, dans le cas de systèmes multiples, et interagissent gravitationnellement entre elles et pour éjecter des planètes ou les mettre sur des orbites inattendues. Et ça veut dire que la jeunesse, les premiers millions, dizaines de millions d'années des systèmes planétaires est quelque chose de très agité. Alors, avec les travaux de notre confrère Morbidelli de l'Observatoire de Nice, on sait que dans le cas du système solaire, il y a eu des époques aussi très agitées, autour de 800 millions d'années après la formation du Soleil. Les cratères dont est criblée la Lune témoignent de phases de collision intenses en particulier. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que probablement beaucoup des systèmes planétaires extrasolaires qu'on a eus ont eu aussi une jeunesse très, très agitée. Je passe maintenant rapidement à quelque chose qui est très intéressant et sur lequel on travaille aussi beaucoup, c'est d'essayer de comprendre, d'explorer l'atmosphère des exoplanètes, savoir ce qu'il y a dans leurs atmosphères. Elles sont évidemment, celles qu'on a détectées jusqu'à maintenant sont très différentes de l'atmosphère de la Terre. On a été capable, avec mon équipe, de détecter de l'eau, du monoxyde de carbone dans nos exoplanètes imagées lointaines. Les exoplanètes qui sont très proches, c'est très compliqué parce qu'elles ont des brouillards et on a du mal à voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Donc, il reste encore plein de questions en suspens sur le détail des processus de formation des planètes. On n'a pas encore totalement exploré la diversité des systèmes planétaires extrasolaires et on ne sait toujours pas si le système solaire est un cas typique ou non. On est dans un cas de non-réponse. On n'en a pas observé, mais en même temps, même si on avait plein, on ne les aurait pas vus. On ne sait toujours pas du coup si on peut trouver des jumelles de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. Et pour ça, il faudrait arriver à combattre de manière bien meilleure que celle qu'on sait faire aujourd'hui l'activité des étoiles elles-mêmes, tous les processus liés en général à l'activité magnétique des étoiles pour pouvoir détecter des jumelles de la Terre. On se pose aussi la question de savoir si on peut trouver des signes de vie sur les planètes extrasolaires. Et pour ça, il faut des nouveaux instruments. Il faut des nouvelles techniques. Et juste pour vous donner un exemple, moi qui m'a bien amusée, c'est Kepler et Galilée, finalement, donc au XVIe, XVIIe siècle, qui finalement se posaient déjà la question de savoir s'il pouvait y avoir de la vie ailleurs. Donc Kepler, lui, c'est un optimiste. Il disait il existe sûrement sur la Lune des créatures vivantes dont le corps est bien plus grand, le tempérament bien plus âpre que le nôtre. Car si l'on est qui vivent là-bas, leurs jours sont longs comme 15 des nôtres, ils souffrent aussi bien de la chaleur indescriptible que des rayons verticaux du soleil. Et Galilée, lui, était plus prudent. Peut-il, sur la Lune ou une autre planète, s'engendrer des herbes, des plantes ou des animaux semblables aux nôtres
Je n'en sais rien et je ne le crois pas. Je crois encore moins qu'elle soit habitée par des hommes. Donc vous voyez, là, évidemment, ils ne pouvaient pas savoir, les pauvres, et nous non plus, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais on commence à réfléchir à comment on pourrait faire pour trouver des signes de vie quelque part sur une autre planète. Alors ça, c'est un domaine qui s'appelle l'exobiologie, et les astronomes travaillent en collaboration avec les exobiologistes. Chacun fait son travail. Les exobiologistes et les géophysiciens partent des connaissances de la vie sur Terre, des travaux donc en biologie, en particulier en laboratoire. Et nous, les astronomes, et les informations que vont nous donner les géophysiciens et les exobiologistes vont nous servir à nous pour trouver quelles sont les bonnes étoiles à observer, quelles sont les bonnes planètes à observer et qu'est-ce qu'on va essayer de chercher, quelles sont les bonnes méthodes d'observation. Alors pour nous, du point de vue d'un astronome, les bonnes étoiles, ça va être des étoiles qui ne sont pas trop chaudes et pas trop froides. Parce que si elles sont trop chaudes, elles vont vivre très peu de temps. Une étoile chaude qui fait par exemple 10 000 degrés, elle va vivre quelques centaines de millions d'années, alors que le Soleil, qui fait 6 000 degrés, va vivre une dizaine de milliards d'années. Donc ça laisse beaucoup plus de temps pour se développer. Et il ne faut pas qu'elles soient trop froides non plus, et les planètes autour desquelles on a trouvé des planètes des types terrestres jusqu'à maintenant sont froides. Et c'est un souci parce que ces étoiles froides sont très actives et vont avoir en particulier des flux ultraviolets, des bursts, des explosions et vont jeter du flux ultraviolet autour d'elles, et ça va être des conditions sans doute très difficiles pour que la vie puisse se développer. Et alors les bonnes planètes, pour nous, ce sera des planètes qui ont un sol solide, qui possèdent une atmosphère et qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable autour des étoiles. La zone habitable, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone, c'est une région, par exemple, si je prends comme une étoile comme le Soleil là, si on est très très près du Soleil, l'eau va être sous forme de gaz. Donc ça va pas parce que les exobiologistes nous disent qu'il faut de l'eau pour avoir la vie. Si on est très très loin, l'eau va se trouver sous forme de glace. Donc ça, c'est pas favorable non plus. Et il y a une petite zone tempérée dans laquelle l'eau sera sous forme d'eau liquide. Il se trouve qu'on a de la chance, la Terre est dedans. Et c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, j'aime pas du tout ce terme de zone habitable parce qu'il peut faire croire que c'est une condition suffisante pour avoir la vie. On en est bien loin. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, dans les conditions nécessaires à l'émergence de la vie, telles qu'on peut le penser aujourd'hui, donc il faut un sol solide, de l'eau liquide, du carbone, de la chimie du carbone. Il faut une atmosphère qui soit avec une composition qui soit favorable à l'émergence de la vie. Pas trop d'effet de serre, mais quand même un petit peu, pas comme par exemple sur Vénus, des atmosphères d'acide sulfurique, parce qu'on n'aime pas trop. Il faut que l'atmosphère soit stable, ne change pas trop en température, que la Terre soit aussi stable du point de vue du champ magnétique. Et il faut aussi qu'il y ait probablement une protection de la Terre, enfin des planètes, par rapport aux particules énergétiques que nous envoie le Soleil. La Terre et le champ magnétique terrestre nous protège des particules énergétiques du Soleil. Donc, en rassemblant tout ça, l'état des connaissances aujourd'hui, et par comparaison avec les autres planètes telluriques du système solaire, en tout cas Vénus, la Terre et Mars, ce que les gens proposent plutôt, c'est de chercher des signatures d'ozone et d'oxygène à la surface des planètes. Pourquoi ? Parce que l'oxygène, dans le cas sur Terre, est essentiellement produit par photosynthèse, donc est la signature finalement d'existence de vie sur la Terre. Si on pouvait voir la Terre de loin et détecter l'oxygène, on détecterait un signe de vie, une signature de vie sur la Terre. Donc c'est à peu près ce qu'on pense maintenant. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'oxygène sur Terre est apparu, je ne sais pas, il y a 2 milliards d'années ou quelque chose comme ça, de manière abondante à la surface de la Terre, grâce à la photosynthèse.
La vie, on ne sait pas bien quand est-ce qu'elle est apparue, enfin comment dire, on a des traces de vie qui remontent très loin. Ce que je voulais vous dire là, c'est que la Terre, au début de sa formation, était très différente. Hein. C'était un magma, il n'y avait pas de sol, etc. Il y avait un océan primitif. Il n'est pas exclu que au tout début de la vie de la Terre, dans les peut-être quelques centaines de premiers millions d'années, il y a eu de la vie sur Terre, mais tout ça a été détruit et on n'en a aucune trace. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait eu de la vie dans un très lointain passé sur la Terre. Je vais juste vous faire un petit tour des projets qu'on a sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc dans les années qui viennent, des points de vue instrumental, on va exploiter les télescopes de l'Observatoire européen austral qui sont dans la cordillère des Andes. On a 4 très grands télescopes de 8 mètres et c'est le plus grand, le meilleur sans doute observatoire au monde par l'Europe. Donc avec toute une ribambelle, enfin non, pas une ribambelle, avec 2-3 instruments extrêmement précis, j'ai bientôt fini. On peut étudier les planètes géantes, essayer de les détecter, mais aussi de faire des études de leur atmosphère. Et là, l'Europe et les équipes françaises sont très en pointe grâce à l'Observatoire européen austral. Je vous ai parlé du satellite de l'Agence spatiale européenne Gaïa qui va nous donner plusieurs milliers de nouvelles planètes géantes dans quelques années. Le successeur du télescope spatial, dont on espère qu'il va être enfin lancé en 2021, après toutes les difficultés qu'il a rencontrées, donc le James Webb Space Telescope, qui va nous permettre de faire des études particulières de certaines planètes et en particulier d'étudier leur atmosphère. Des petits satellites aussi, un petit là, qui a été lancé l'année dernière par la NASA, le satellite TESS, qui produit pour chercher des transits de planètes et qui donne des données vraiment très belles, sur lesquels on travaille aussi. Un petit satellite européen Kéops, toujours pour les transits, qui va être lancé plus tard dans l'année. Et là, je m'arrêterai après là-dessus. Notre très grand projet sur lequel les équipes françaises en particulier, mais européennes, travaillent, il s'agit de l'Extremely Large Telescope. Donc c'est un télescope de 39 mètres de diamètre optique, donc le plus grand qui ait jamais été fait. Hein, ça sera le plus grand télescope au monde. Donc 39 mètres de diamètre, dans la cordillère des Andes, en plein désert, hein, pas très loin du Very Large Telescope que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez les fondations, on en est aux fondations. On espère avoir la première lumière du télescope en 2025. Et avec cet instrument, avec ce télescope, au cours des années, on voudrait essayer de faire de l'imagerie de planètes de plus en plus petites et peut-être de détecter des signatures de vie sur d'autres planètes, pas sur des terres, mais peut-être sur des super-terres. Et au moins faire des images de super-terres. Détecter les signatures de vie, c'est vraiment extrêmement difficile de donner une date pour ça. Faire de l'imagerie de super-terres, on devrait pouvoir y arriver dans les années 2030-2035. L'Agence spatiale européenne va lancer un satellite pour rechercher des transits plateaux en 2025 et un satellite dédié à l'étude des atmosphères des planètes, que ce soit des planètes géantes et des super-terres, le satellite Ariel en 2028. Et après, bon, il y a d'autres projets à l'étude cette fois-ci. Ces projets-là sont financés. Il y a d'autres projets à l'étude pour les années 2030, 2040, pour faire des images encore plus précises et des études encore plus précises des exoplanètes. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour ce voyage un peu lointain. Nous allons commencer les questions. Qui a une question à poser? Oui, monsieur. Très bien. Prenez un micro peut-être. Il y a... Voilà. Oui,
Bonjour madame, merci Bonjour. pour ce passionnant exposé. Une partie de l'intérêt de savoir s'il y a des exoplanètes, évidemment pour le commun des mortels, c'est de savoir s'il y a de la vie, éventuellement plus que de la vie des êtres, et de savoir si on peut imaginer communiquer un jour avec cette forme de vie. Or, autant que je sache, l'étoile la plus proche de la nôtre, c'est Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière, donc à supposer qu'on envisage un instrument, un engin spatial, je ne parle pas d'un engin spatial habité, mais un engin spatial bourré d'électronique qui pourrait faire des études et des observations, à 10% de la vitesse de la lumière, il lui faudrait déjà 40 ans pour aller là-bas. Est-ce que c'est envisageable un jour ? Alors, il y a des études là-dessus. Il y a un milliardaire américain qui s'appelle Yuri Milner, qui finance actuellement, par une fondation qui s'appelle Breakthrough, divers aspects. C'est un fan d'astronomie, hein, et il a de la chance, il est milliardaire. Et donc, il finance pas mal d'études liées aux exoplanètes, à la recherche de vie, et en particulier exactement ça. En fait, il finance des études de toutes petites voiles qui iraient. Alors pour l'instant, l'idée c'est d'envoyer une petite voile qui a la surface d'un ongle, hein, vers Proxima à 0,2 fois la vitesse de la lumière, propulsée par des batteries de laser comme ça. Alors, vous voyez que là, c'est à l'étude. Les gens travaillent dessus. Personne, évidemment, n'est capable de le faire aujourd'hui. Je ne sais pas quand les gens seront capables de faire ça, mais vous voyez le gap, le trou qu'il y a entre envoyer un tout petit truc comme ça et envoyer même quelque chose qui pourrait ne serait-ce que prendre une photo et revenir. C'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Parce qu'il faut aussi le faire naviguer, ce truc. On en est encore très très loin, mais les gens y pensent. 0,2, oui. Oui. Oui, mais c'est déjà beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc cette question de communiquer avec la vie si lointaine, ça me rappelle un commentaire qu'avait fait notre confrère regretté Jean-Pierre Kahane, qui disait communiquer avec la vie qui existerait ailleurs, pourquoi pas, mais enfin, quand je vais à la campagne, j'ai beaucoup de mal à discuter avec une vache. Alors, le fameux milliardaire finance aussi des écoutes de type SETI, hein, pour des écoutes systématiques pour essayer de détecter des signaux radio venus d'autres planètes. Une autre question, oui. Oui, une petite question. J'avais appris dans le temps qu'on a envoyé quelques signaux radio en imaginant qu'on pourrait avoir une réponse. Ça continue ? Oui, c'est ces fameux programmes SETI qui continuent beaucoup aux États-Unis parce qu'ils sont financés par des amateurs, par des mécènes. Donc ils ont de l'argent, ils ont même un institut, et ça continue. Ouais. Et jusque maintenant, pas de réponse. Non. Bon, oui. Merci, madame. Vous avez l'air de dire qu'on trouvera peut-être, je ne sais pas si on dit un instrument, enfin, vous voyez, parce que moi, je ne suis pas du tout de ce milieu. Pour voir la vie, on pourrait avoir un instrument qui... Vous avez évoqué le fait qu'on pourrait avoir un instrument qui nous permettrait de voir la vie ? Alors, on ne sait pas voir la vie... Merci, madame. Oui, voir la vie, c'est voir des signatures de vie. Parce que voir la vie, on ne la verra jamais avec nos yeux. Hein. On ne verra jamais des êtres vivants se déplacer. Qu'est-ce que c'est une signature de vie, par exemple ? Alors, une signature de vie, c'est par exemple, si on peut se dire, si on regardait la Terre, oui. Si on était sur Proxima du Centaure et qu'on regardait la Terre, la signature de vie qu'on verrait, la seule, oui. Celle qu'on verrait peut-être le plus facilement, c'est l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Parce que l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre est essentiellement produite par la photosynthèse, par la vie sur la Terre. Ah, d'accord. Donc c'est une signature indirecte. Hein. Comme c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que le mot « vie » est employé aujourd'hui un peu comme une vie, comme ce qui se passe sur Terre ? Parce qu'on peut bien entendu imaginer des tas de formes de vie
qui ne dépendent pas d'oxygène, etc. Donc là, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la vie qui serait analogue à celle à laquelle nous assistons sur Terre. Oui, et je pense que là, on est réduit à faire ça. Quand souvent, je me dis, pour la recherche des exoplanètes, finalement, la communauté a pris un peu de retard parce qu'on cherchait des analogues aux planètes du système solaire. Donc, en gros, les plus faciles à détecter, on pensait que c'était Jupiter. C'est vrai que ça aurait été les plus faciles, sauf qu'on n'était pas capable de le faire. Et on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des planètes qui étaient beaucoup plus près, qui auraient été beaucoup plus faciles à détecter. 51 Pégase B, si on l'avait cherché, on l'aurait trouvé beaucoup plus tôt, parce que finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Mais on cherchait des analogues au système solaire. Peut-être a-t-on manqué un peu d'imagination. Pour ce qui concerne la vie, c'est très très difficile de s'abstraire de ce qu'on connaît de la vie sur Terre. Alors il y a des gens qui essayent de développer de la vie sur la base du silicium au lieu du carbone ou des choses comme ça. J'ai cru comprendre que c'était plus compliqué, les réactions sont trop lentes. Mais c'est vraiment très difficile de chercher autre chose. Et oui, donc la réponse c'est oui. Pour l'instant, on cherche des analogues, enfin, on pense à ça. On se regarde dans un miroir, quoi. C'est ça. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur? Est-ce qu'on arrive à déterminer avec précision les caractéristiques dynamiques, la vitesse, le rayon des orbites, etc., des planètes? Oui, ça on y arrive plutôt bien. La méthode des transits nous donne de manière très précise le rayon de la planète, parce qu'on sait l'étoile, on connaît l'étoile nous envoie une certaine quantité de lumière. Si elle est cachée, si son flux diminue d'un facteur 100, on sait qu'il y a quelque chose qui est 100 fois plus petit, qui obscurcit. Et les vitesses orbitales? Alors les vitesses orbitales, on les déduit, on mesure extrêmement rarement, ça a été fait une fois, mais en général on ne mesure pas la vitesse orbitale de la planète, mais on a les lois de Kepler, donc on a une information on a la période de la planète, donc sa distance, et les lois de Kepler nous donnent le reste. D'autres questions? Oui, là, oui. Oui, merci pour votre exposé très complet. Ma question, c'est, vous avez parlé des formes d'exobiologie à base de silicium et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, et je ne sais pas si jamais on en fait à Grenoble, mais sur des bases qui ne seraient pas celles de la vie sur Terre, mais des nouvelles bases, avec des acides aminés, il y en a 21 ou 20, comme on veut, qui seraient différents de ceux qui existent sur Terre, et avec des combinaisons d'acides aminés pour faire de l'ADN ou de l'ARN, ou mieux des protéines, qui seraient encore différentes. Est-ce que les recherches qui sont faites sur ces formes de vie, pas à base de silicium, mais à partir des 7 ou 8 atomes de Mendeleïev, est-ce qu'il y a des recherches pour essayer de faire des nouvelles protéines, de faire des réplications, des mécanismes de réplication qui permettraient d'imaginer d'autres formes de vie? Il faut savoir que quand même, je crois que rien qu'avec les protéines sur Terre, il y en a 250 000 qui composent le vivant, que ce soit les végétaux, les animaux ou les amibes, et qu'il y a 10 puissance 500 combinaisons possibles, donc 10 puissance 500 protéines possibles, en combinant les acides aminés comme ils le sont. Peut-être que je peux modérer votre enthousiasme. 10 puissance 500 possible, mais la plupart d'entre elles forment des protéines totalement instables, qui se replient d'une manière totalement incontrôlée. Et qui sont oui, mais enfin, il faut évacuées. un certain temps, même pour faire une protéine qui va durer 10-20 secondes. Il faut un certain temps. Et l'âge de l'univers, c'est 10 puissance 18 secondes, ce qui, par rapport aux 10 puissance 500, est quand même très faible. Donc la vie, c'est peut-être autre chose qu'une simple probabilité, parce que 10 puissance 18 secondes, arriver à faire les 10 puissance 500 et en trouver 250 000, ça paraît très faible. Alors, est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que vous en faites en exobiologie? Est-ce que vous en faites à Grenoble? Moi, je ne suis pas exobiologiste du tout, hein.
Il y a en revanche, il y a effectivement des collègues qui cherchent à essayer de s'éloigner un peu de ce qu'on sait du vivant sur Terre et de voir s'il y a d'autres combinaisons, etc. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Oui, monsieur. Est-ce que la pesanteur, la surface d'une planète est quelque chose de très déterminant pour l'apparition de la vie? Puisque la pesanteur doit être grande sur les super-terres. Oui, mais je pense pas que ça. Je me suis jamais posé la question, mais je pense que l'effet ne doit pas. C'est pas un effet important au premier ordre. Entre une terre ou deux terres, je suis pas sûre que ça fasse une différence. Ce qui va vraiment faire une différence sur le développement de la vie de nouveau tel qu'on l'imagine, hein, c'est l'eau et l'atmosphère. Alors après, l'atmosphère d'une super-terre sera peut-être différente de celle d'une terre. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Hein, c'est le satellite Ariel en particulier qui nous dira. Et peut-être JWST un petit peu. Non. Quel est le... Non, je préfère la question derrière pour avoir au moins une femme qui pose une question. Deuxième femme, pardon. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui est très claire pour des non-spécialistes. J'ai une question concernant les projets actuels sur Mars. On parle beaucoup d'aller installer donc les milliardaires américains, encore une fois, ou autres, des projets d'exporter la vie sur des planètes qui sont, d'après le premier schéma que vous aviez présenté, dans les derniers schémas, vous avez parlé de l'eau liquide. Sur Mars, c'est plutôt solide. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces projets? Viables ou pas viables? Les projets, les projets les plus aboutis, je dirais, probablement les plus sérieux, c'est de chercher des traces de vie passées sur Mars. Parce qu'on pense que Mars a eu probablement une période durant laquelle elle a pu avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc ça, c'est très bien, et les gens veulent aller carotter, etc. Enfin, les robots, on peut envisager du carottage par des robots. Après, amener des hommes, développer des bases martiennes, il y a des gens, ça fait partie des rêves, hein, des gens. Les politiques américains s'en saisissent régulièrement, veulent amener l'homme sur Mars. Depuis 20 ans, on entend un président dire à telle époque, il y aura un Américain sur Mars. Du point de vue scientifique, je ne suis pas sûre que ce soit la chose la plus utile à faire maintenant. Je pense que les robots, c'est beaucoup mieux, à mon avis. C'est moins cher, c'est beaucoup mieux, ça pollue moins les échantillons, etc. Là-bas. Une question là-bas, oui. Et ensuite là-bas. Oui, dans votre inventaire des planètes, là, quel est le nombre record actuellement de planètes identifiées qui tournent autour d'une étoile en nombre? J'ai l'impression que à l'heure actuelle, le nombre, il est relativement limité finalement. Oui, c'est ça. Alors, je vous ai montré voilà. Alors, 1, ouais. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une raison a priori pour qu'il y ait un nombre pas trop important ou rien ne s'y opposerait a priori? Le nombre ne peut pas être infini parce que Non, pas infini, mais disons une centaine ou 200. Non, ça serait difficile quand même parce que le disque dans lequel se forment les planètes, il ne peut pas être beaucoup plus massif que l'étoile elle-même. Donc rien qu'avec ça, on est limité. Oui, je parlais des planètes de toute catégorie, hein, pas uniquement telluriques, enfin l'ensemble. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. On pourrait dire, on va mettre plein de petites planètes. Oui. Plein de petites planètes, si elles sont très près les unes des autres, oui. Elles ne vont pas rester stables dynamiquement très longtemps. Elles vont s'expulser, elles vont vont interagir. Donc, il faut imaginer... il faut imaginer quand même, en gros, que chaque planète a besoin de sa petite zone de tranquillité, quoi, hein,
de stabilité. Et du coup, vous ne pouvez pas en mettre tant que Oui, ça. oui, on va tendre vers un équilibre, en somme. ça. Hein. Oui, Ouais. d'accord. Qui va C'était être, ça un peu qui était voilà. sous-jacent à ma question. Voilà. Et l'équilibre, quand on parle d'équilibre chez nous, c'est un équilibre pendant un certain temps. On voit des systèmes là dont on sait qu'ils ne seront pas en équilibre, ils ne pourront pas rester pendant 1 milliard d'années ou 2 milliards d'années, parce que dynamiquement, ils vont avoir des soucis, quoi. Ça va évoluer. Mais c'est à un instant donné, c'est en équilibre, quoi. Merci. Je crois qu'il y a une question ici à gauche et puis après une question à droite. Hein. Oui. Et au milieu après. Merci madame. Vous utilisez l'expression super terre. Alors cette expression, enfin, quel est son contenu à votre avis? Surtout le contenu du mot super. Car si il advenait que le genre humain dans ses recherches avait la chance formidable de trouver déjà une terre, ce serait remarquable. Mais super, c'est, comment dirais-je, enfin, à mon sens, c'est vouloir, pardonnez-moi l'expression, mais laver plus blanc que blanc. Non, Quel serait le contenu d'une super terre? Il faut déjà qu'on trouve une terre, non, je vous accorde une sœur jumelle de notre terre. Je vous accorde qu'on a parfois des termes qui ne sont pas complètement, qui sont pas les plus appropriés. J'ai parlé tout à l'heure des planètes habitables. Là, super Terre, c'est simplement qu'elle est super grosse, quoi. Elle fait plusieurs fois la masse de la Terre. En dimension. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. La question à droite. Oui, merci beaucoup, madame. J'ai beaucoup apprécié votre exposé sur les méthodes et les méthodes qui vous permettent de mettre en évidence les exoplanètes, notamment en les recoupant les unes les autres. Mais j'ai eu le sentiment, en vous écoutant, mais ça c'est peut-être une question de néophyte et d'ignorant, que toutes vos recherches se situaient dans un espace donné qui est en fait un espace euclidien. Vous avez cité Kepler, vous avez cité Newton, donc on voit bien où vous allez, mais vous n'avez pas cité Einstein. Et en particulier, il n'y a aucune référence qui est faite dans ce que vous avez dit, mais probablement que c'est peut-être, pour ne pas être trop technique, disons à la relativité générale, qui quand même peut-être dans les questions de détection à des distances aussi importantes, et avec des masses aussi importantes en jeu, mérite sans doute des corrections sur les méthodes ou sur les mesures directement prises en compte. Autrement dit, l'espace tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'est pas un espace euclidien, mais un espace-temps à plusieurs dimensions. Alors, quand on cherche des Jupiters, là, par exemple la détection de 51 Pégase avec la méthode des vitesses radiales, franchement, on n'a pas besoin de la relativité générale. La mécanique classique, ça nous suffit. Oui, ça nous suffit. En revanche, après, si on veut détecter des signaux très très fins de très petites planètes, etc., par un satellite, là, il va falloir prendre en compte des tas de petits effets pour être sûr de ce qu'on mesure. Mais ce n'est pas sur la planète elle-même. Je vous disais cela, mais ce n'était pas du tout une critique, tout simplement parce que récemment, j'ai lu un bouquin sur la question de la relativité générale et j'ai cru comprendre qu'un des éléments de réflexion dans la pensée d'Einstein, c'était la petite différence qu'il y avait dans le phénomène de périhélie de Mercure. Oui. Oui. Et qui en fait était de quelques secondes, là encore. Tout à fait, mais ça, on peut le faire pour Mercure parce qu'on a des mesures extrêmement précises. Là, sur nos planètes, on n'est pas assez précis. L'effet va se produire, elles sont très proches, etc. Mais on n'est pas du tout capable de le sentir. Ouais. Question devant. Il faut mettre le micro. Donc, c'est admirable tout ce que nous avez montré. Et donc, je suis géologue et donc mon maître, l'un de mes maîtres, André Cailleux, disait que la géologie passerait par la planétologie. Et maintenant, nous sommes... Alors, comme j'ai été l'élève de Cailleux et aussi d'Édouard Bourreau s'occupait beaucoup des origines de la vie sur Terre. On a maintenant des zircons à près de 4 milliards d'années. Et est-ce
on fait toujours, parce qu'on a l'impression qu'actuellement, sur les origines de la vie sur Terre, il y a un petit ralentissement. Est-ce que, donc parce qu'on a quand même des stromatolites à entre 2 et 3 milliards d'années, enfin, est-ce qu'il y a des rapprochements actuellement de faits avec ce qui s'est passé sur la Terre, mais il y a 3-4 milliards d'années pour... oui. Oui, actuellement, Je parce pense, que, oui. parce que les paléontologistes sont un peu sevrés, si j'ose dire, actuellement. On a des beaux fossiles quoi, de cette époque-là. Est-ce qu'il y a des rapprochements de faits pour justement progresser dans le sens de cette connaissance de la vie? Oui, toutes les traces, tout ce qu'on peut trouver, toutes ces choses-là sont interprétées. En fait, elles servent à essayer de trouver l'histoire de la vie, etc. Donc oui, la réponse à votre question, je suppose, est oui. Oui, parce que je ne sais pas exactement. Justement, je n'ai pas suivi. Mais je ne suis pas paléontologue. Hein, mais oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, je ne sais pas. Je vous pose la question, c'est naïf, hein, c'est pas un piège. Hein. Non. Oui. Oui, Guilain. Vas-y, tu peux parler. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement instructif. Dans le système solaire, en dehors des planètes que vous avez très bien décrites, il y a d'abord la ceinture d'astéroïdes, et puis il y a les nuages de comètes qui se trouvent au-delà. Est-ce qu'on a un espoir de pouvoir détecter l'un ou l'autre de ces assemblages dans les exoplanètes, ou les exosystèmes solaires? Alors, en fait, la ceinture d'astéroïdes, elle est toute petite, donc c'est difficile. Mais en revanche, on va pas détecter les petits corps de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort, ça on peut pas les détecter. En revanche, ce qu'on peut détecter dans certains cas, des analogues à la ceinture de Kuiper en particulier, c'est la poussière et qui résulte de leur collision. Voilà. Et la ceinture d'astéroïdes, c'est vraiment petit, donc ça donne très peu de signatures. Celle du système solaire. Hein. Ouais. Il y a une question là-bas. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Alors, une petite question assez simple. En fonction des différentes méthodes, la période d'observation nécessaire pour détecter une exoplanète est-elle fonction de la période orbitale de la planète, ou plus simplement dit, formulé, combien de temps ça prend pour détecter une planète? C'est exactement ça. En fait, quand on prend les méthodes indirectes, il faut raisonnablement couvrir au moins une période. Et on reprend l'analogue Jupiter autour du Soleil, c'est 12 ans. Donc il faut au moins 12 ans d'observation. Saturne, c'est une vingtaine d'années, etc. Donc c'est pour ça c'est très très long pour les méthodes indirectes. L'avantage de l'imagerie directe, hein, c'est que en gros il nous faut deux observations pour montrer que l'objet est lié gravitationnellement à la planète, à l'étoile. Alors avec 2 observations seulement, on ne va pas remonter, on ne va pas connaître l'ensemble de sa... On ne couvre pas sa période orbitale, mais on peut, avec des simulations, assez bien contraindre, si on a 2 observations bien séparées, on peut commencer à contraindre, et a fortiori si on en a 3 ou 4, espacés de quelques années ou de quelques mois, on peut commencer à contraindre un peu l'orbite. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, vu que ça fait 30 ans qu'en fait on détecte des planètes, on n'a pas détecté aujourd'hui de planètes qui ont des orbites de plus de 30 ans. Alors, avec les méthodes indirectes, non. Je vais vous remettre le schéma. Voilà. Celui-là. Là, vous voyez, on ne voit pas bien là. Et on va. Ça, c'est Jupiter, Saturne, Uranus. Jupiter est là. Donc, vous voyez, par les méthodes indirectes, hein, c'est le bleu et le rose, on a beaucoup de peine à détecter des longues périodes pour les raisons que vous disiez.
Les planètes qu'on a trouvées avec des longues périodes, c'est tout en imagerie. Voilà. Mais maintenant, avec des instruments extrêmement stabilisés, l'instrument le meilleur pour détecter les planètes en vitesse radiale, il a été installé en 2003. Donc on peut commencer à 2003 jusqu'à... Là, on est à 16 ans. Donc avec un peu de chance, on pourrait trouver des planètes de période de 16 ans. Mais bon, ça coûte beaucoup de temps. Donc c'est ça qui limite. Et les méthodes indirectes seront toujours limitées par ça. Les méthodes de transit, ce sont des satellites. La durée de vie des satellites, en général, c'est quelques années. Donc ils sont sensibles à des périodes courtes, donc des planètes proches de leur étoile. Et c'est vraiment... c'est pour ça que l'imagerie, c'est une technique remarquable. C'est qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et quelle serait, disons, la distance maximale atteignable par les techniques d'imagerie par rapport aux méthodes indirectes? En imagerie, on peut aller très loin. En fait, ce qui nous intéresse, nous, notre objectif, c'est plutôt d'aller très près pour être en recouvrement avec les vitesses, avec les méthodes indirectes. Mais en imagerie, on peut aller très loin. Il y a un objet sur lequel on a travaillé pas mal, une planète qui a été trouvée à 650 unités astronomiques de son étoile par une collègue américaine, 650 fois la distance de la Terre au Soleil. Alors, j'ai mal formulé ma question. C'était la distance en termes de nous à l'étoile. Ah, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une limite à ce type de méthode? Oui. De portée? Oui, en imagerie, là, on est limité aux étoiles qui ne sont pas très très loin, qui sont dans les 200 parsecs, donc 600 années-lumière, 600-700 années-lumière de nous. Parce qu'après, sinon, simplement, comme plus on est loin, plus un objet à une certaine distance va être près de son étoile, angulairement, on n'arrivera pas à le résoudre. Donc il nous faudrait des télescopes. Merci. D'autres questions là-bas, oui. Est-ce que vous avez pu localiser la planète du Petit Prince? Vous connaissez la réponse. Encore une question là-bas, oui. Là-bas, il faut prendre un micro. Hein. Merci. J'ai deux questions en fait. Qu'est devenue la planète Pluton? Parce qu'auparavant, dans le système solaire, il y avait une autre planète qui s'appelait Pluton, on ne la voit plus, donc je ne me souviens plus pourquoi elle a disparu. Et la deuxième question, c'est quelle est la planète la plus proche, l'exoplanète la plus proche de nous? Parce que j'imagine que dans 1 milliard d'années, la Terre sera plus tellement vivable, et on imagine toujours qu'on puisse aller dans une exoplanète à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment envisageable ou est-ce que c'est une idée complètement farfelue? Alors, la planète la plus proche, c'est Proxima b, donc Proxima du Centaure. Proxima, tout à côté. Voilà. Elle est en années-lumière, elle doit être un peu moins d'une dizaine d'années-lumière, ouais. Quelques années-lumière. Ça va. Ouais. Et il y avait une autre question. Pluton. Oui, Pluton, en fait, il y a eu une révision de la définition des planètes, et Pluton, effectivement, est sorti de cette définition du cadre. Les planètes sont maintenant des corps ronds, plutôt, enfin sphériques, en orbite autour des étoiles, et Pluton n'a pas une masse assez grande pour être qualifiée de planète. Ouais. Elle est qualifiée, c'est une planète naine, c'est ça? Une planète naine, voilà. C'est une question de masse. Ouais. Il y a une question là. Oui, merci. Je voulais savoir si vous utilisez les images de Hubble dans la mesure où elles sont dégagées des perturbations de l'atmosphère. Est-ce qu'elles sont plus précises? Vous les utilisez ou vous ne pouvez pas les utiliser? Alors, on utilise beaucoup Hubble, mais Hubble ne fait que, entre guillemets, 2,40 m.
Et en fait, notre capacité, notre pouvoir de résolution, c'est-à-dire de séparer deux objets l'un à côté de l'autre, dépend directement de la taille du télescope. Plus le télescope est grand, plus on pourra séparer les objets. Et donc, si vous comparez Hubble à 2,40 m par rapport à un télescope de 8 mètres, il y a un facteur 3. Donc, Hubble ne va pas aussi près que des étoiles qu'un télescope au sol. Par exemple, avec Hubble, on a essayé de voir Beta Pictoris, là, notre planète. Jusqu'à présent, elle n'a pas été détectée. Et c'est vraiment un effet de résolution angulaire, de taille de télescope, parce qu'effectivement, il n'est pas gêné par l'atmosphère. Oui, est-ce que vous servez de l'interférométrie, si je ne me trompe pas sur le terme, qui consiste à relier des télescopes assez éloignés les uns des autres et qui marcherait comme un télescope géant, qui permettrait de voir beaucoup plus de détails? Oui, la réponse est oui, on utilise l'interférométrie, on a des programmes là-dessus, et d'ailleurs, une des planètes que je vous ai montrées, là, dans le système de 4 planètes dont on a fait une image, mon collègue Sylvestre Lacour de l'Observatoire de Meudon a réussi à la détecter en interférométrie avec un tout nouvel instrument qui s'appelle Gravity, toujours à l'Observatoire européen austral. Il y a le meilleur interféromètre au monde. Et c'est un papier qui est sorti il y a 1 mois, donc c'est tout récent. Et on est en train de chercher en interférométrie à caractériser, parce qu'on sait qu'on l'a détecté, Beta Pictoris B aussi. Mais ça commence tout juste, parce que l'instrument a été installé l'année dernière. Quoi. Je pense qu'il y a aussi une autre question à gauche. Oui, monsieur. Oui, vous avez dit que les recherches actuelles considéraient l'oxygène comme un témoin de la vie. Or, sur la comète explorée par Rosetta, on a trouvé effectivement de l'oxygène natif. Et on ne pense pas quand même qu'il y ait de la vie sur la comète explorée par Rosetta. Oui, mais je pense qu'elle a expliqué assez clairement qu'il y a une différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Oui, et puis il y a une question d'abondance aussi. C'est pas parce qu'on trouve de l'oxygène. On sait que l'oxygène, c'est un élément dans l'univers, on connaît l'abondance. On connaît dans le système solaire ou dans le Soleil ou dans les étoiles les abondances relatives des éléments. C'est pas comment dire. Vous êtes en train de dire que peut-être l'oxygène de la Terre, de l'atmosphère de la Terre, pourrait venir de comètes, c'est ça que vous voulez dire ou... L'oxygène de la Terre peut venir de la vie, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne sais pas. Mais par contre, sur Rosetta, on a trouvé de l'oxygène qui n'est pas créé par la vie, bien sûr, et qui est en quantité relativement forte. Oui, mais c'est donc, est-ce que ça pourrait pas il pourrait pas y avoir la même quantité, le même phénomène, la même proportion d'oxygène sur des exoplanètes, sans qu'il y ait nécessairement la vie? Oui, ça va dépendre complètement de la composition. C'est vrai, hein, c'est une vraie question. C'est une bonne question. Ça va dépendre du reste de l'atmosphère, je dirais. Quels sont les types de réactions chimiques qui peuvent avoir lieu en fonction des autres éléments de l'atmosphère. Mais effectivement, moi, je ne sais pas si on peut l'exclure. J'ai compris votre question. Ouais. Oui, il y a une question encore là-bas. Beaucoup de questions. Oui. Moi, j'avais une question qui concerne peut-être davantage l'organisation de la recherche dans votre domaine, parce que est-ce que, au vu, et c'est peut-être pas uniquement la seule raison, mais du coût d'investissement matériel des appareils, vous nous avez parlé de ce nouveau télescope de 40 mètres de diamètre, est-ce que la recherche est forcément internationale et, vous nous l'avez montré dans les dernières diapos, interdisciplinaire, c'est aussi ce qui est intéressant et qui contraste peut-être avec la recherche des siècles passés, ou bien est-ce qu'il y a aussi une compétitivité, une course à la découverte qui va faire qu'il y a une rivalité d'un pays à l'autre? Ça, c'était une première question. Et puis ma seconde question, c'est concernant
L'astrophysique, est-ce que c'est une discipline qui suscite toujours autant de vocation chez les plus jeunes, chez les enfants, garçons et chez les filles, puisque vous en êtes l'incarnation, une belle incarnation aussi. Merci. Alors, les instruments qu'on utilise, les télescopes, sont effectivement coûteux. C'est pour ça que les astronomes, finalement, ont décidé, il y a 50 ans, de créer l'Observatoire européen austral, qui est l'analogue en termes de structure du CERN pour la physique des particules, parce que chaque pays ne pouvait pas payer des programmes ambitieux individuellement. Donc l'Europe de l'astronomie, elle est née, l'ESO a un peu plus de 50 ans, maintenant elle est née en 62, simplement parce qu'effectivement c'est cher, et puis il faut de l'organisation, et il faut des compétences multiples. Alors ça c'est la situation en Europe. Aux États-Unis, par exemple, nous là on veut construire un télescope donc on construit un télescope de 40 mètres, mais aux États-Unis, ça se passe au niveau des universités. Il y a 2 projets de grands télescopes, un de 30 mètres, un de 25 mètres, qui sont payés par des mécènes et des universités. Donc on est vraiment sur une échelle de moyens très différente de chaque côté de l'Atlantique. Après, vous parliez de la collaboration versus la compétition. Il y a les deux. Et en fait, on collabore, on fait des grands consortia justement pour fabriquer les télescopes, mais aussi les instruments. Les résultats que je vous ai montrés, c'est toujours dans des instruments qui sont fabriqués par des consortia européens. Et on travaille ensemble pour une certaine partie de la science. On travaille un peu en compétition aussi pour une autre partie. Et c'est pareil aussi même avec les Américains. On peut collaborer, mais on a aussi une compétition saine. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de Beta Pictoris. Là, on l'a recherchée parce qu'on savait qu'elle était passée devant l'étoile en 2016. On ne la voyait plus. Et on était clairement en compétition avec des collègues américains qui ont aussi construit un imageur de planètes. Et c'était la course pour savoir qui allait la redétecter. On a gagné, on est content. Mais il y avait de la course, oui. Mais c'est pas... c'est sain. Est-ce que je peux prolonger la question J'aimerais savoir quel est le quotidien d'une astrophysicienne. Comment ça marche, le travail au quotidien? C'est-à-dire, justement, on a entendu beaucoup aujourd'hui le « nous, on ». C'est avec une équipe de 5 personnes? Est-ce qu'on voyage beaucoup? Est-ce qu'on travaille devant un ordinateur? Est-ce qu'on a encore l'occasion parfois d'observer directement? Enfin, le monde de l'astrophysique a été bouleversé complètement en 50 ans. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne au jour le jour. On travaille avec ses doctorants. Enfin, chaque science a ses habitudes. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors, le quotidien, il est d'une astronome comme moi, il est assez simple. Hein. On essaye d'avoir des idées. On demande quelques heures de télescope chaque semestre. Chaque semestre? Oui. Ou quelques jours, quand on peut. Enfin, entre quelques heures et quelques jours de télescope chaque semestre. On va éventuellement faire les observations, ou parfois on les fait faire par des astronomes sur place, ou parfois on est derrière son ordinateur. Il y a un astronome sur place qui fait les observations, mais on observe nous aussi derrière l'ordinateur. Moi, c'est ce que je vais faire dans une semaine. Je serai derrière mon ordinateur et je dirai à l'astronome de faire droite, telle ou telle gauche, chose. en haut, Ouais. en bas, d'accord. D'accord. Donc on fait ça, on recueille les données et après on passe des jours, des semaines, des mois à analyser les données. Et ça se fait dans des équipes pas forcément très grosses, c'est quelques personnes. En revanche, quand on travaille sur des instruments, à la construction d'instruments, là on est sur des équipes qui représentent de plusieurs dizaines de personnes.
en temps total cumulé, si c'était une personne qui construisait l'instrument, il faudrait 300 ans, quoi. D'accord. Donc là, on est sur plusieurs dizaines de personnes. Il n'y a pas un brin de nostalgie de l'époque où on mettait son œil derrière un oculaire? Ben, moi, j'ai jamais mis l'œil derrière l'oculaire, mais j'ai quand même passé beaucoup de nuits quand j'étais en thèse dans une coupole très froide dans le désert d'Atacama. Il fait froid. Ce qui m'intéresse, c'est pour prolonger la question précédente de la vocation chez les jeunes, et en particulier chez les jeunes filles. Je trouve que moi, quand j'avais 12 ans, j'ai tenté de construire un télescope moi-même. Il y avait un mode d'emploi dans tout l'univers. Et je me demande si encore aujourd'hui, il y a cette fascination pour la construction d'un objet, et qui doit être aujourd'hui, maintenant, si ça se passe devant un ordinateur, est-ce que la fascination a baissé, augmenté? Est-ce que ça a une influence sur les vocations? Alors, il y a toujours beaucoup de jeunes intéressés par l'astronomie. Il y en a qui viennent et qui sont passionnés. Et il y a on rencontre parfois des jeunes qui sont passionnés depuis très longtemps et qui disent ah mais finalement c'est pas comme ça que j'avais imaginé, voilà. parce qu'ils avaient une vision très romantique de l'astronomie. Et effectivement, c'est pas romantique ce qu'on fait, c'est du travail, c'est très beau. Il y a quand même franchement, c'est extraordinaire de se retrouver à l'observatoire, voir les coupoles tourner, mais on voit. C'est pas l'oculaire, on voit des lasers lancés en direction du ciel, c'est autre chose. D'accord. Encore une question, oui? Une question un peu du même ordre, puisqu'on arrive sur un terrain plus personnel. Je crois que vous êtes la première, en 1995, à avoir observé ou détecté, ou je ne sais quoi, une exoplanète. En imagerie, oui. Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu le contexte, justement, qu'est-ce que vous avez vu, trouvé, et comment s'est passée, s'est imposée cette découverte? C'est toujours compliqué, une découverte à imposer. Alors, c'est très compliqué, en fait. Les données en imagerie, c'est quelque chose... donc, nous, on faisait des images de planètes. Hein. Et quand on voit un petit signal... c'est toujours compliqué parce que ça peut toujours être du bruit. Alors après, je pense que la réaction des gens va dépendre beaucoup de la personnalité. Je m'en suis rendu compte parce que au moment où je travaillais sur Beta Pictoris B et que je l'ai trouvé, quoi. J'ai beaucoup travaillé d'abord seule, et puis après, j'ai demandé à des collègues de vérifier. Je leur ai dit chercher quelque chose sans leur dire ce qu'il y avait pour être sûr, etc. Je ne leur donnais pas les infos pour qu'ils les trouvent eux-mêmes. Et à ce moment-là, il y a le collègue américain qui a trouvé le système de 4 planètes plus lointaines, donc un peu plus facile, entre guillemets, à trouver, mais c'était un très, très joli résultat. Et un autre collègue qui a annoncé l'imagerie d'une planète autour d'une étoile. Et on a tous réagi de manière très différente. Moi, je suis une inquiète, donc j'ai passé mon temps à vérifier. J'étais surtout stressée. Il y a le collègue qui a fait la détection, qui a annoncé cette détection avec énormément de publicité, etc. Je me souviens, il faisait des interviews dans lesquelles il disait « j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque tellement j'étais heureux, etc. » Et en fait, sa planète, elle était pas réelle. C'était du bruit. Mais tout peut arriver. Ce que je veux dire, et l'autre collègue, c'est un Canadien, il a vécu ça assez tranquillement. Tout dépend des personnalités, en fait. Il n'y a pas une façon de réagir, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si. Oui, oui, bien sûr, mais je voulais vous demander aussi si vous étiez passé par une publication, pas seulement oui, bien sûr. Une publication scientifique. De toute façon, voilà. Nous, tant qu'on ne publie pas, tant qu'un résultat n'est pas validé par une publication, voilà. Je ne sais pas comment on dit, référé par des pairs, oui, il n'existe pas. Donc, ça a été assez concomitant. Il y a eu d'autres
Il y a eu découvertes en même temps. il y a eu, Quatre il y a eu 3 annonces en même temps, dont une D'accord. qui finalement après s'est révélée fausse. Ouais. Alors combien de temps ça a pris entre le moment où peut-être que bien que et le moment où je suis sûr? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Ouais. Ouais. Mhm. Très bien. Mais parce que là, elle est très très près de son étoile, donc c'est vraiment très compliqué, quoi. Il y a plein d'effets, il y a plein de facteurs qui pouvaient intervenir et faire que ce soit du bruit aussi. Oui, Donc, par analogie, bon, moi je suis que mathématicien, mais il y a un peu le même phénomène. Quand quelqu'un démontre un théorème dont il est content, en général, il y a une période dans laquelle on vérifie encore, et on demande à un collègue ce qu'il en pense, et on demande. Puis à un moment, il faut se lancer, l'envoyer à un journal, et c'est le moment le plus douloureux, souvent pour le chercheur, d'appuyer sur le bouton pour envoyer, au risque que peut-être c'est faux. Et c'est souvent un moment difficile. Oui. Ce clic où on envoie à un journal, c'est souvent... Ça, c'est quelque chose que je crois que tous les scientifiques connaissent. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir quels sont vos espoirs dans le cadre d'observation de planètes avec le télescope spatial JWST. JWST, on a pas mal d'espoir là-dessus. C'est le successeur du télescope spatial. Ah. Donc c'est un télescope de 6,50 m qui va être mis en orbite dans 2 ans. Alors, ce qu'on va faire avec... oui. 2 ans, espérons. On espère fort. Là. Ce qu'on va faire essentiellement avec JWST, c'est faire de la caractérisation des planètes plutôt que de la recherche tous azimuts, parce que tout simplement le temps va être compté sur JWST. On n'aura pas le temps de faire des recherches systématiques, des surveys, des choses comme ça. Donc on va vraiment pointer des objets sur lesquels on veut caractériser une planète, où on se dit qu'il y a vraiment de très très grandes chances qu'il y ait une planète, etc. Ça va être de la recherche très ciblée. Vous parlez de temps alloué parce que quelle est la participation de la France dans cette fabrication? C'est la même participation que pour le télescope spatial, c'est 20% de l'Europe. D'accord. Donc, la même participation que Hubble? C'est la même participation que Hubble, c'est 80% NASA, 20% ESA. Donc 20%, en gros, le retour après, ça sera probablement de 20% pour la communauté européenne. Et êtes-vous certaine qu'il va être lancé en 2020? Maintenant, 22, pardon. 21. On n'est jamais sûr, hein, mais là, ils ont l'air d'y croire assez. Ouais. Merci, madame. Question là-bas, oui. Oui, tout à l'heure, quand on vous a demandé quelle était votre journée, vous avez dit « il m'arrive d'être devant mon ordinateur et de demander à un collègue, à un astronome, de faire telle observation ». Est-ce que cet astronome, c'est un collègue dont vous savez qu'il est là par hasard, c'est à ce moment-là, ou bien je suppose qu'il y a tout un service comme sur les appareils plus simples que nous utilisons dans d'autres sciences, qui s'occupe de faire des expériences pour vous? Oui. Il y a ce qu'on appelle un mode, on peut observer en mode service, où ce sont des astronomes de l'ESO, le personnel technique de l'ESO, des astronomes, au Chili, qui peuvent faire les observations pour nous. Voilà, des gens dédiés à cet appareil. C'est ça. Et c'est des gens qu'on connaît, on peut leur parler, et on connaît leur prénom, on discute, ou c'est quelque chose de totalement abstrait? Il y a des fois où on sait que notre observation est acceptée, on sait qu'elle va être faite pendant le prochain semestre, mais on ne sait pas quand. On reçoit juste un mail une fois qu'elle a été faite. Donc c'est très anonyme. D'accord. Parfois, ça peut être des configurations, quand c'est des observations un peu complexes, où on est, comme je disais, derrière on reste derrière la console, nous, derrière notre ordinateur, toute la nuit pour suivre ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Si c'est trop compliqué, ils préfèrent que la responsabilité soit prise par l'astronome. D'accord. Mais cet astronome ne fait pas partie directement de ton équipe?
Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est Non. un service en quelque sorte. Il y a encore une question ici, encore deux questions, oui. Oui, oui bonsoir. Une question par procuration. Deux petites questions liées. Quelle est la différence entre astronome et astrophysicien? Et deuxièmement, pour éventuellement des personnes intéressées, quelles études faut-il faire pour être astronome ou astrophysicien? D'accord. Merci. Alors, aujourd'hui, avant, les astronomes étaient historiques, je dirais, étaient des gens qui travaillaient beaucoup sur la position des astres, qui a constitué l'essentiel de l'astronomie pendant des décennies, voire des siècles. C'était de mesurer la position des astres et après de voir comment ils bougeaient, etc. L'astrophysique est née dans les années, je crois, 50 ou 40 ou quelque chose comme ça, où là, il s'agit de comprendre le fonctionnement des astres, d'écrire des processus, etc. Donc avec l'aide de la physique et pas seulement de la mécanique céleste. Alors maintenant, aujourd'hui, la différence, on est tous des astrophysiciens, mais il reste encore le terme astronome et astrophysicien. Quand on travaille au CNRS, on est astrophysicien, et il y a en revanche un corps des astronomes qui existe aussi. On a trois façons de faire de la recherche en astronomie, d'être chercheur en astronomie. C'est le CNRS, le corps des astronomes et les enseignants-chercheurs à l'université. Le corps des astronomes est un petit corps en termes de nombre, où les gens font une partie d'enseignement et une partie de tâches, ce qu'on appelle des tâches de service. Donc ça peut être de la construction d'instruments, ça peut être du service. Ça existe aussi pour les sciences de la Terre. Et ils font de la recherche, ils font les trois. Les enseignants-chercheurs ne faisant, entre guillemets, que de l'enseignement et de la recherche. Et le CNRS ne faisant que de la recherche, plus de l'enseignement, mais si on veut, quoi. Après, la façon de devenir chercheur, il faut faire des études scientifiques. Après, soit passer par l'université, soit les grandes écoles. Les deux sont possibles. Et après, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est un Master 2, une thèse. Ça, c'est obligatoire. Et après, il faut partir en général en études postdoctorales pendant quelques années à l'étranger. Et puis, pour revenir éventuellement après, il y a plein de gens qui partent et qui ne reviennent pas. Il y en a qui reviennent quand même. Il y en a qui reviennent, mais pas tous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y en a encore une ici, oui. On approche de la fin. Hein. Encore une là. Mais il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. Allons-y. Ah, on va faire court. Alors, attendez, il y en a une là. Vous êtes position 4. Vous êtes en position 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Oui, allons-y. Si vous me le permettez, je voudrais revenir sur des considérations basiques, très générales, s'appuyant sur des principes qui sont, à mon avis, pérennes, incontestables. Ça a été énoncé d'ailleurs au début. Je pense pouvoir dire que dans un univers infini, tout est possible. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien d'impossible, déjà. Tout est possible. Quel est le contenu de ce possible? Notamment, pour vous, chercheurs, puisque c'est la finalité pour vous-même, mais aussi le grand espoir de l'humanité, pour vous, chercheurs, c'est de trouver une deuxième planète totalement identique à la Terre, et qui plus est, pourtant une humanité qui soit au même niveau de conscience et de science. Quel est ce possible? Je me réfère à un deuxième principe qu'on trouve dans les équations les plus basiques en chimie, et je n'apprends rien à personne, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est dit, c'est rabâché, mais encore faut-il en être contenu pour, comment dirais-je, cadrer les espoirs des uns, plein de bonne volonté que vous êtes, et peut-être modérer les illusions
de l'humanité. Car je crois pouvoir dire qu'il y a encore quelques dizaines d'années, mine de rien, peut-être pas vous scientifiques, mais enfin une bonne partie de l'humanité pensait qu'il y avait des petits martiens avec des antennes. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est laissé de côté, puisqu'on a des preuves tangibles, bien évidemment, mais c'est pour dire l'anthropomorphisme dont on est habité. Très bien. Je pense qu'on va laisser Marie Lagrange répondre à cette question délicate. Je sais pas. Oui, en fait, il y a plein d'aspects. Ce que j'irais simplement, vous avez dit, vous, votre objectif, c'est de détecter des terres et la vie dessus. Moi, personnellement, mon objectif, c'est pas tout à fait ça. C'est de comprendre la variété de la vie, la diversité, pas de la vie, la variété des systèmes planétaires, leur diversité, de comprendre comment ils se sont formés. J'ai bien envie, effectivement, de détecter, j'aimerais bien détecter un analogue à la Terre, mais c'est pas mon unique objectif dans la vie, quoi. Il y a plein. Je trouve que comprendre la façon dont les systèmes planétaires se forment, c'est une question extraordinaire. Puis si on trouve une planète qui est exactement comme la nôtre, à quoi bon? Puisqu'on l'a déjà. Bon, il y a encore une question là-bas. Il y a une question là, et puis après on arrête. Hein. Oui. Aujourd'hui, on voit très peu de choses. On cherche dans un très petit volume les planètes. 1000 années-lumière. Notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière. Et ce n'est pas 1%, hein, parce que c'est en volume. Donc, on cherche vraiment dans la très proche banlieue de nous. Est-ce que vous pensez que cette proche banlieue est significative de l'ensemble de notre galaxie, significative des autres galaxies? Est-ce que si jamais on était plus près du bulbe, on verrait autre chose, ça donnerait une autre chimie, une autre... Aujourd'hui, on voit 1000 années-lumière sur 100 000. Alors, c'est une très bonne question. Il y a 2 éléments de réponse. Il y a une méthode dont je n'ai pas parlé parce qu'elle est plus marginale, c'est la méthode des micro-lentilles gravitationnelles qui nous fait chercher des planètes, qui peut faire trouver des planètes plus loin. J'en ai pas parlé simplement parce qu'une fois que la planète a été trouvée, on ne peut pas la réétudier. Donc elle se prête moins bien aux études poussées. Mais donc, dans certains cas, on peut trouver des planètes situées plus loin. Mais l'essentiel des planètes trouvées, vous avez raison, elles sont très près. Et rien ne nous dit que les autres vont être très différentes. Et tout à l'heure, je parlais des scénarios de formation des systèmes planétaires. Si on est dans des régions où la métallicité, par exemple, est plus grande, ça peut avoir un impact sur la formation planétaire. Mais on n'en sait rien. Ce qui est le cas près du bulbe. Oui, on peut les étoiles sont plus vieilles, elles ont une métallicité supérieure. Je crois qu'on va donner la parole pour la dernière question. Oui. Les techniques utilisées pour détecter les exoplanètes sont-elles utilisables pour détecter des objets massifs qui graviteraient loin du Soleil? Les techniques qu'on utilise là, elles permettent de détecter, surtout les méthodes indirectes, des objets qui sont gravitationnellement liés et aux étoiles. Alors, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire quand vous dites loin du Soleil. Je ne sais pas à quelle distance se trouve le dernier satellite du Soleil, mais on peut imaginer qu'il y en a peut-être d'autres massifs, encore plus loin, à je sais pas, une centaine d'unités astronomiques. Alors, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a eu l'hypothèse, la proposition qu'il y ait une 9e planète pour le système solaire, qui a été... cette proposition, elle est basée sur des études tout à fait sérieuses de stabilité, de position des planètes connues dans le système solaire. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait des planètes... Cette planète 9, on ne sait pas où elle est exactement, mais elle existe vraisemblablement. Il pourrait y en avoir d'autres, moins massives, plus lointaines, oui. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant. Les gens ne se sont pas du tout posé la question jusqu'à maintenant, parce qu'on ne peut pas les détecter, c'est très difficile quand elles sont loin. Et le ciel est grand, quoi. Donc c'est quelque chose de compliqué. Mais les modèles, maintenant, on fait des synthèses de population. Des gens font des modèles où ils créent des systèmes planétaires et puis ils font bouger tout ça. Ils regardent l'interaction dynamique et on voit qu'il y a des planètes qui sont éjectées. Hein. Donc oui, il pourrait y en avoir. Je crois qu'on va conclure par cette citation, le ciel est grand. Écoutez, je crois qu'on va tous remercier Anne-Marie Lagrange. Merci.